Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est un format inhabituel, c'est pas très souvent que je fais des interviews et puis je profite d'être en randonnée avec un copain que j'ai depuis longtemps, Ouais. ça doit faire 6 ans à peu près qu'on se connaît. C'est ça. C'est ça, je t'ai connu, t'avais à peine du poil au menton, Peut-être pas plus. Hein. t'étais tout jeune et en fait j'ai rencontré Antoine sur internet au même moment où j'ai quitté mon travail d'enseignant, je commençais à développer des conférences et j'ai vu un petit jeune qui se démerdait super bien sur internet et je me suis dit ce gars-là, faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on fasse des conférences et donc on s'est vu plusieurs fois à Toulouse, on a organisé ensemble une conférence, une immersion à Lille, c'était vraiment chouette, je vais mettre une image d'ailleurs, vous allez voir, c'était dans un lieu somptueux. Et puis on a gardé des bons souvenirs et puis des bonnes relations des gens qu'on a rencontrés là-bas. Et en ce moment, j'ai rencontré Antoine dans les Pyrénées. Je ne savais même pas qu'il était là, mais grâce à mes stories, il a su que en fait, j'étais dans Airbnb, dans son patelin, dans les Pyrénées. Et je croyais qu'il était au Pays Basque, mais en fait, il est juste là dans le 65. Et c'est super cool de te rencontrer là. Ouais, ça fait trop plaisir, hein. C'était une belle surprise. Belle surprise, et puis on en a bien profité. Si vous avez vu les stories, on a fait pas mal la fête. On a fait de tout. On a fait de tout. Et là, aujourd'hui, on élimine. On fait une grosse rando depuis ce matin. Et là, on est à 2000 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on est un peu à contre-jour. On est au bord d'un lac. Tu connais le nom du lac? Bassias. Ok. Et voilà, on a le chien qui est juste à côté. Viens, hop, 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 pas de coup de queue. Et je vous présente Pan, le border collie. Voilà. Et en fait, j'avais envie d'interviewer Antoine. Il n'est pas du tout dans l'hypersensibilité, il est dans l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat que j'aime, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup avec le mindset. Et je sais que tu es passé par des phases, tout comme moi, et certainement comme l'audience qui nous suit, des phases pas cool, des phases où tu vis les montagnes russes. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que tu nous partages ton expérience un petit peu en nous expliquant comment tu as fait pour surmonter ces périodes d'extrême détresse et comment tu as réussi à surmonter ça et à garder une paix intérieure. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais pour contextualiser? Carrément. Merci, ça fait trop plaisir même de faire ce contenu-là, je suis trop content. C'était pas prévu. Ouais. On va faire un podcast aussi, ça sera de mon côté, pour l'écouter. Et alors me présenter, Antoine Redel, j'ai 29 ans, je fais du coaching pour dirigeants, je fais du coaching au travers du one-one, je fais aussi de l'accompagnement en groupe, via un incubateur, un accélérateur, des masterminds et tout. J'adore la montagne, j'adore la survie, j'adore l'aventure comme ça, donc c'est pour ça que je suis très content de faire ça avec toi. Ouais. Et attends, peut-être quand tu vas aller de l'autre côté? Tu viens? Parce que je sens qu'on va entendre son allaitement. Ouais. Et donc je me présente rapidement. Je fais ça depuis 2016. Ouais, incroyable. J'ai quitté mon boulot en 2017, pareil du jour au lendemain. T'avais quel âge? J'avais 22 ans quand j'ai quitté mon boulot. Avenir tout tracé, dans le spatial. Ouais. Et j'ai dû vendre ma voiture. Enfin, dès le début, mon aventure entrepreneuriale, il y a des émotions fortes à gérer. Parce que tu t'es mis dans le rouge aussi. Ouais, je me suis mis dans le rouge. En fait, moi, j'ai perdu un ami d'enfance dans un accident de voiture. Et ça a été une très belle philosophie qui s'est développée à ce moment-là dans ma vie. En fait, si je pars, j'ai envie de me dire que j'ai tout tenté dans ma vie. J'ai pas eu envie de regretter. De regretter, ouais. Donc j'ai préféré galérer un certain temps, mais faire ce que j'avais envie de faire. C'était pas facile parce que forcément, émotionnellement, c'est dur. Ouais. Mais la phase la plus dure, et c'est ce que je voulais qu'on partage, et toi aussi, c'est la phase qui a été, que j'ai vécue il y a 1 an et demi avec les huissiers. Ouais, alors justement, est-ce que tu peux contextualiser, nous expliquer, parce que tu avais atteint un sommet, parce que tu as réussi des belles choses, hein, tu as fait des belles réalisations, et après tu as à nouveau eu un creux. Ouais, j'ai eu un creux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une belle progression au début, et je suis tombé dans ce piège de ça y est, j'ai réussi. Ouais. Et ce piège de ça y est, j'ai réussi à baisser mon intention. Et en fait, il y a eu moi, j'ai beaucoup investi aussi, j'ai investi plus de 150 000 € sur ma boîte et sur moi-même. Ouais, c'est énorme. Et en fait, il y a eu un petit retour de bâton. Et jusqu'à arriver à un moment où je me suis pris plusieurs huissiers dans le dos, quasiment en même temps, hein, à 2-3 semaines près. Et ça a été extrêmement dur. Là, ça a été une phase horrible. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as réussi à toucher du doigt des choses que tu arrives à nommer maintenant? Ouais, la première chose que j'ai vécue, c'était la honte. De me dire, mais comment c'est possible d'en arriver là? Par rapport à toi? Ouais, moi et les autres. Tu te dis, toujours vivre les huissiers, tu te dis, c'est honteux. Tu vois. C'est que tu as merdé quelque part, c'est que tu es mauvais. Donc ça m'a renvoyé à certaines époques de mon enfance où j'étais très violent avec moi-même dans mes propos. Et très rapidement, au collège, je me faisais taper dessus, j'étais addict aux jeux vidéo et je me voyais comme une merde et je me disais que je serais une merde toute ma vie. Et donc tu vois, ça m'a renvoyé à
un petit peu à cette période-là de me dire, mais tu vois, t'es pas si fort que ça. Ah, on vient d'entendre une marmotte. Ouais, c'est ça les marmottes. Ouais, Okay. ouais. Et en fait, j'ai eu un retour de bâton de tout ça. Ce qui m'a maintenu, ce qui m'a fait du bien pour gérer en fait mes émotions, la première chose, ça a été de me dire, j'ai tellement plus grand à faire. C'est qu'une étape. Tu vois, déjà, le premier réflexe du cerveau, c'est d'en faire une fatalité, de se dire bah, c'est fini à cause de ça, et tu vois toutes les conséquences négatives. La première chose que j'ai faite, moi, c'était de calmer mon esprit en me disant c'est juste une marche à passer, tu as tellement grand à faire dans ta vie, tu as une belle vision, tu as une mission, etc. Accroche-toi à ça. La phase numéro 2, ça a été l'écriture, j'écris énormément sur moi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Sortir la victime qui est en moi. En fait, quand on vit une période complexe, le premier réflexe, c'est de rentrer dans un syndrome de victime. C'est pas ma faute parce que ceci. Oui, mais tu comprends l'enfance que j'ai eue. Oui, j'ai pas choisi cette situation. Exactement, je subis. Tu vois, dans ton cas, parfois aussi, il y a des gens. Alors, tu pourras couper si tu veux, mais il y a des gens qui sont hypersensibles qui vont s'en servir presque comme excuse du. Ouais, mais tu comprends, je suis hypersensible. Oui, ah, mais c'est pas un tabou sur la chaîne. Je bon, parle ça beaucoup va alors. Du biais de victimisation. Ok. Et j'ai des clients qui s'en sortent très bien, qui savent qu'ils sont hypersensibles, qui vivent des périodes pas faciles. Mais en effet, t'en as d'autres qui ne cherchent pas à grimper la montagne. Et qui préfèrent rester dans ce qui est victimaire en fait. C'est ça. C'est plus confortable. En fait voilà, c'est confortable. Et ce syndrome de victime, il est important. En fait c'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est une phase. C'est une phase. Du changement. Si cette émotion elle existe, c'est qu'elle a un intérêt. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends un carnet et j'extrais toute la victime qui est en moi. Ouin, c'est dur, je comprends pas, nanana. Parce que si je le garde dans ma tête, ça me pollue. Et c'est un poison qui prend de plus en plus de place. Et c'est très important de savoir s'en séparer. Donc j'écris. En plus, j'ai un protocole d'écriture assez symbolique parce que bon, j'ai perdu mes grands-parents, mais avant qu'ils décèdent, on avait commencé à ranger la maison. J'étais tombé sur les écrits et je me suis dit, waouh, un jour, mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants, ils vont lire mes écrits. Qu'est-ce que je veux qu'ils y lisent? Oui, un grand-père, un arrière-grand-père qui en a bavé, mais qui a toujours trouvé une solution. Donc je vais toujours extérioriser en mode victime. Et puis après, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Quel bénéfice tu ressens déjà un bénéfice sur le plan physiologique quand tu écris? Est-ce que tu ressens un soulagement? Ouais, tu te sens beaucoup plus léger. Tu te sens léger. Ça nettoie le mental quelque part? Ça dépollue le mental? Ouais, tu vois la réalité en face. Tu la vois, en plus c'est vrai. Ouais. Quand c'est dans ta tête, c'est toujours superflu, flou. Ouais. Là, tu le vois. Et après, le sport. Le mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mouvement, moi c'est une encre dans ma vie qui est très important. Et dans les phases difficiles, moi le sport c'est un non négociable. Peu importe ce qui se passe, j'ai au moins une encre dans ma vie. Alors bon, j'ai des couples, moi j'ai un couple qui est très fort aussi, mais j'ai l'encre du sport où peu importe ce qui se passe, je me sens progresser. Et c'est hyper important parce que je me dis voilà, peut-être que là c'est la merde, là c'est compliqué, là c'est horrible. Mais en toi, tu as toujours cette capacité de croissance et de progression via le sport. Okay. Et ça fait du bien d'avoir une encre comme ça. Parce que souvent, un des premiers réflexes, c'est de tout laisser tomber. Ouais, et puis de te laisser couler et d'être encore dans cette phase de victime. Et donc, ça te permet de garder le fil conducteur. Ouais. Cette énergie que tu as à travers le sport, après, tu arrives à la transposer dans ton activité? Ouais, c'est ça. Parfois, je vais faire des séances de sport en me disant je vais faire cette séance en pensant à cette croyance limitante. Ouais. Et l'effort que je vais y mettre, je vais réfléchir à d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle m'impacte aujourd'hui, comment je pourrais évoluer avec aussi cette croyance limitante. Si jamais elle revenait, au lieu de toujours être en lutte, de dire ok, comment est-ce que je peux jouer avec. Tu peux l'accueillir. Exactement. Pour en extraire le plus fort. C'est ça. Okay. Et après, il y a l'action. C'est oui, il y a les huissiers, très bien. J'ai fait la victime, j'apprends à gérer mes émotions. Ben maintenant, il faut agir. Il faut traiter le problème. Alors précisément, un matin, tu te lèves. Et puis tu as les huissiers qui cognent à la porte sans te prévenir. Ah, ils sont venus à la maison après. Après les mois qui ont suivi, mais c'était pour des montants beaucoup moins importants. Mais non, je reçois un mail de l'endroit où je domicilie ma boîte qui me dit on a reçu un courrier des huissiers, enfin les huissiers sont venus, vous devez passer dans moins d'une semaine, quoi. Et donc là, premier réflexe, c'était d'appeler un ami et de lui dire j'ai besoin que tu viennes avec moi chercher cette lettre-là parce que c'est dur. Donc j'ai aussi eu cette humilité de cette... de demander de l'aide. Ouais, le courage de demander de l'aide, ouais. Et en fait, cet ami m'a accompagné pour chercher cette lettre. Chose que je répète très souvent, l'entourage fait vraiment une grande différence aussi. On n'est pas tout seul sur la route, on est tout seul sur sa propre route, mais on peut être accompagné de personnes. Et si on avait fait la rando chacun de notre côté, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus difficile par exemple aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à deux, c'est plus simple. Exactement, on sait s'écouter, on s'accompagne, on parle, on se motive aussi. Et donc voilà, j'ai fait ce parcours avec mon ami. La semaine après, j'ai reçu une nouvelle lettre sur un montant 4 fois supérieur.
Ça faisait beaucoup d'un coup, vraiment beaucoup d'un coup. Et ouais, c'était dur, mais tu vois, le fait d'extérioriser, d'en parler, c'est important. Et j'ai demandé à ma compagne aussi de discuter de ça. Et je lui ai bien dit, j'ai besoin de parler, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin de retour ou autre, j'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui parler de tout ça. Ouais. Et donc c'est ça en fait. Le Mm. plus important, c'est pas tant que on t'apporte des solutions, mais c'est que tu puisses exprimer ce qui se passe en toi. Le fait d'exprimer ce qui se passe, ce que tu ressens, ça te permet de trouver les solutions en toi. Ouais, complètement. Complètement. Si j'attends de l'aide ou des autres, je suis encore un peu sorte de victime qui attend de l'autre. Ouais. Tu vois. Il faut chercher l'autre, mais il faut aussi agir par soi-même. Oui. Toujours les deux, toujours. C'est toujours C'est un juste équilibre. une loi d'équilibre. Ouais. On n'est jamais assez fort. C'est mon métier, l'état d'esprit. Ouais. Je coach des multimillionnaires sur ça. Tu vois, enfin, c'est mon métier. Mais personne n'est Dieu ou je sais pas quoi. Alors, on a tous nos fragilités. Et je vais travailler par moi-même et je vais en parler. Toujours. Ouais. Toujours, toujours. Pour moi, c'est de la sagesse. Ouais. Ouais, il y a un truc qui m'impressionne chez toi, et ça depuis qu'on se connaît depuis le début, parce que j'ai suivi tes phases et tes moments pas cool et tout. Comment tu fais pour toujours garder au fond de ton esprit l'espoir que ça va aller mieux? Tu nous as parlé des pratiques, d'écrire, de faire du sport et tout, mais il y a quand même un truc en toi, il y a toujours une flamme, une lueur d'espoir qui te fait dire quand même je vais y arriver, je vais traverser cet obstacle. Est-ce que c'est un truc que tu cultives à travers, je sais pas, des croyances positives C'est très dur de répondre parce que j'ai l'impression que c'est dans mes tripes, quoi. Ouais, je suis passé d'une grande victime de la vie, tout ce que tu veux, à quelqu'un qui a une foi en soi inébranlable. C'est vraiment cette philosophie de j'ai plus grand à faire, j'ai plus grand à être. Ok, tu vois. Donc là, on rejoint l'histoire de mission de vie quelque part. Et d'identité. Qui suis-je en fait dans ce chaos? Qui suis-je dans ma vie? Qui suis-je dans cette phase? Ça aide. Parfois, ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, c'est de me dire là, pour trouver des solutions dans cette problématique, je dois pas être le coach, je dois pas être le Antoine, je ne sais pas quoi, tu dois être l'entrepreneur. On met les émotions de côté. Ouais. Pendant au moins 2 heures, et tu traites tes dossiers, tu traites tes KPIs, tu traites ce genre de choses-là. Okay. Que l'émotionnel ne pourrait pas gérer. Ça ne veut pas dire que tu outrepasses tes émotions. Non. Ça veut dire que tu ne te laisses pas envahir, que tu gardes la tête froide. Exactement, ouais, c'est ça. Pendant ce moment-là, qui demande du traitement, de l'analyse. Ouais. Et après, tu fais comment pour revenir aux émotions? Est-ce que tu as des rituels pour traiter ces émotions sous-jacentes? Ça revient parce que, en fait, je cadre le truc, c'est que pendant 2 heures, je vais être comme ça, et puis après, je vais aller marcher. Ouais. Je me reconnecte à mes émotions d'une certaine manière. Je travaille beaucoup avec la musique aussi. Okay. Je mets des musiques parfois pour me focus à fond. Ça aide à me recadrer ou me recanaliser sur certaines identités que j'aimerais avoir. D'accord. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui il y a une phase où je pense que tu l'as traité dans ta chaîne, mais il y a beaucoup de connexion aux émotions. Ouais, mais il faut aussi savoir se déconnecter de ça. Les émotions sont des indicateurs. Des boussoles comme tu dis, c'est comme un voyant dans une voiture qui s'allume. Attention, il faut que tu recharges ça, attention, il faut que tu traites cette information, etc. Ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? D'accord. Et parfois il faut se dire ok, je le mets de côté pendant 2 heures parce que je sais qu'en faisant ça, même si j'ai pas envie de le faire, même si c'est contraignant, je sais que si je le fais, ça va se réguler. Ouais. Et je pense que ce qui aide beaucoup, c'est j'ai plus de sang dans le ce qui aide beaucoup aussi, c'est de se projeter. De visualiser la suite. Ouais, comment je vais me sentir après avoir fait cette action-là? Ouais. Comment je vais me sentir si je vais aller courir au lieu de me morfondre dans mon lit, tu vois? Et j'ai envie de te devancer, c'est que tu ressens à l'avance ce que tu vas ressentir la suite. Pour déjà te mettre dans le bon état physiologique. C'est ça. Et ça m'a souvent aidé. En fait, ce qui s'est passé quand j'écoutais trop mes émotions, c'était je me lève le matin, j'ai pas envie, je suis triste, etc. Et bien les jours où je restais dans mon lit en mode c'est que tu as besoin de repos, je me rends compte que c'était pas vrai. Ouais. J'ai besoin de repos mental, pas de repos physique. Et quand on reste dans son lit et qu'on reste une larve, on rentre dans un cercle vicieux. Okay. J'ai parfois eu à me mettre des gros coups de pied aux fesses, de me dire t'as pas l'énergie, t'es fatigué, t'as une migraine, tout va mal, ben va courir. Alors c'est pas facile. Hein. C'est pas intuitif. Non, c'est pas intuitif. Mais j'ai vraiment cette philosophie de donner pour recevoir. Tu veux de l'énergie? Va donner de l'énergie. Ouais. D'accord? Et donc, je mets les chaussures, je vais courir. Et comme par hasard, je rentre, j'ai plus de migraine, je me sens bien et je suis motivé. Et tu as plus d'idées pour ton travail. Exactement. Plus d'espoir. Exactement. Et ça fait du bien. Faut pas utiliser ces émotions comme une excuse d'inaction. Ça, c'est horrible. J'en ai vu qui se sont, au fur et à mesure, enfermés dans cette complainte. Ouais, c'est ça. On a ce pouvoir de changer les choses en nous.
Bien sûr que des moments il faut du repos physique, dormir, etc. Mais en fait, je pense que ce qui fatigue le plus l'humain dans notre société, c'est le mental. C'est le mental qui est sursollicité par Exactement. des choses inutiles qui sont épuisantes. Exactement. Et puis tu vois, le premier réflexe des gens qui vont mal, c'est de prendre le téléphone, scroller. Et donc en fait, on fait de la surinformation. Le cerveau il sature. Ouais. Il sature et il comprend plus rien. Parfois, il faut aller marcher sans son portable, aller courir sans son portable. Ouais. Même sans musique. Les gens, maintenant, tout le monde court avec la musique. Moi, ça m'arrive de prendre des trucs et d'aller courir et je mets pas de musique. Ouais. Ok. Ça fait du bien. Et j'entends ici que l'environnement compte énormément pour toi, Ouais. parce qu'avant tu vivais en environnement urbain, Oui. et je vois la différence dans ton équilibre, dans ton identité, dans ton bien-être. Tu étais encore mieux, tu étais déjà bien avant, mais là je te trouve au top de ta forme. Ouais, moi je suis fait pour les montagnes. Hein. Ça contribue, hein, Ah ouais, ça contribue. l'environnement. Ouais, complètement. Pour moi c'est la base. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne hypersensible, qui a des super projets, mais qui justement se sent extrêmement fatiguée par le poids des émotions? Tu nous as dit tout à l'heure voilà, qu'il fallait se mettre en mouvement, qu'il fallait se mettre en action, mais est-ce que toi, tu as peut-être d'autres méthodes peut-être pour purger ces émotions, s'en détacher un peu? L'écriture. L'écriture. Attends, je vais te reprendre le truc si tu veux. Ouais, l'écriture pour moi c'est une clé fondamentale. J'ai commencé à changer ma vie, j'avais pas un rond. Il y a plein de gens qui disent ouais mais j'ai pas d'argent pour me prendre un coach, j'ai pas d'argent pour faire ceci, cela, pour investir. Et pour le coup, je connais bien ton histoire et je sais que tu t'es mis dans la merde aussi. Ah oui, beaucoup. En fait, c'est le gars qui s'est endetté, je crois que tu t'es endetté super jeune. Hein. Ah oui, Tu t'es endetté comme un daron. T'as eu ton appart à quel âge? 21 ans. 21 ans, tu sortais à peine des études. Ouais. T'avais ta caisse. J'ai eu l'appart 2 mois après mes études. Ouais. J'ai eu ma caisse et c'est surtout que je mettais tout mon argent dans mon esprit quoi. Ouais. T'investissais sur toi, tu veux dire? Ouais. Okay. 150 000 euros, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Et donc pendant plus d'un an, même 2 ans je crois, je me payais un RSA, même pas, avec ma boîte. Ouais. Alors que ma boîte elle faisait plus de 100 000, mais je disais je m'en fous. Moi, ce que je veux c'est croître, ce que je veux c'est grandir, etc. Donc voilà. Et puis je précise que t'es pas fils d'eux, parce que je peux déjà anticiper certains commentaires. Ah ouais, non. Tu viens pas d'une famille qui... Non, mais ils ont de l'argent mes parents, mais ils m'ont pas... ils ont de l'argent, c'est classe moyenne, tu vois. Mais ils m'ont pas... mon père, quand je suis devenu entrepreneur, il m'a dit, et que j'avais quitté mon boulot du jour au lendemain comme ça, il me dit fiston, je suis fier de toi, mais démerde-toi. Ouais. M'appelle pas pour me demander de l'argent. C'est ce qui a développé la hargne. Ouais, réussir. Complètement. Et je le remercie pour ça. Ouais. Aujourd'hui, on vit dans un monde, je suis désolé, mais on vit dans un monde d'assistés. Les gens ne vivent plus de challenge, les gens ne vivent plus de vrai inconfort. Je pense que on leur a supprimé, tu sais, cette souveraineté, ce pouvoir de croire qu'on a tous les éléments en soi pour réussir et s'émanciper. Ouais. Et je crois que c'est ça un peu le but de ton travail aussi. Ah oui, complètement. Moi, mes clients, des fois, ils me disent j'ai besoin d'aide, je dis débrouille-toi. Parce que je sais qu'il sait s'en sortir. Ils ont les compétences. Par contre, quand je sens que la personne n'a pas les compétences, là, bien sûr que je suis là. Mais si je lui dis une fois et que le lendemain, il me dit je sais pas comment faire, des fois, je lâche des vues. Hein, parce que je sais qu'ils vont y arriver. Et ils me payent pourtant bien. Je pourrais me dire, ah, mais vu ce qu'ils payent, je devrais les aider. Ouais, mais en fait, les aider n'est pas forcément aider. Tu vois, dire directement. C'est pas faire, tu veux dire ne pas faire le taf à la place de la personne. Jamais. Jamais. Tu peux le faire une fois, mais pas 2 fois. Oui, tu es là comme un guide, mais pas comme celui qui fait le travail à la place. Exactement. Alors, je reviens à la question. Ouais, j'allais revenir aussi. On a digressé, ouais. Une personne qui est très sensible, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup travaillé la thématique de réaliser ses propres projets. J'ai fait une formation qui s'appelle Trouver sa zone de génie. Ça a bien marché. Quel conseil, toi, tu donnerais, toi qui es vraiment un concepteur de projet, pour une personne qui est très animée par beaucoup d'émotions, pour composer avec, pour garder vraiment, tu sais, la ligne de flottaison, pour rester équilibré? C'est le fameux travail que j'ai fait à mes tout débuts quand j'avais pas un rond. En fait, tous les soirs, pendant 1 an et demi, et ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui appliquent ce conseil, donc je compte sur toi qui regarde la vidéo pour l'appliquer à fond. C'est d'une puissance phénoménale. Tous les soirs, j'écrivais dans un carnet toutes les émotions négatives que j'avais dans la journée. Les moments où j'étais vexé de comment on m'avait parlé, etc. Tout, je listais tout. C'est frustration. Ouais, et j'essaie de comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que ça venait chercher chez moi, qui m'a dit ça la première fois, pourquoi j'ai réagi comme ça et comment est-ce que je peux m'améliorer pour demain. Si, moi j'ai fait ça pendant longtemps, mais si toi tu fais ça tous les jours pendant au moins 1 an, tu vas développer une capacité d'analyse de soi impressionnante. Mais alors, impressionnante. Ça demande de l'humilité quand même. Ah mais complètement, il faut être honnête avec soi. Ah oui, alors en fait, c'est pas facile, mais quand on sait ce que ça crée derrière, aujourd'hui, quand je commence à vivre quelque chose de dur, assez rapidement mon cerveau il prend de la hauteur et dit ok, on analyse le truc. C'est pas grave.
Enfin, si tu regardes ta vie de manière générale, c'est pas grave. Une fois, j'ai un banquier qui m'appelle, monsieur Redel, sur le compte pro, vous êtes à moins de 10 000, c'est une catastrophe, etc. Moi, je dis, mais monsieur, c'est rien. J'ai tellement grand à faire. Oh, il s'en foutait. Hein. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais été hyper inquiété par ça. Parce que rien dans la vie est horrible et catastrophique. C'est ça. Il y a toujours un cadeau derrière. Toujours. Et ça, je sais que ça fait hérisser des poils, ça fait peur. Mais si on est vraiment honnête avec nous, tout finit par s'arranger. Toujours. Finalement, tu reviens toujours à l'essentiel dans des situations critiques comme ça. Ouais. Parce que c'est quand même pas rien, 10 000 €. À mon avis, tu dois relativiser en te disant le plus important, c'est que je suis là, je suis en vie, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, j'ai ma compagne, j'ai de quoi manger, je suis pas à la rue. Je pense souvent à mon pote d'enfance qui est décédé. Oui. Je me dis, ok, ouais, je suis à moins de 10 000, mais je suis là. Ouais. Je respire, putain. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est beau. Qu'est-ce que tu as appris de plus important sur toi dans ces grosses périodes d'adversité où justement tu écrivais tous les soirs toutes les choses qui te blessaient et qui te frustraient? Qu'est-ce que tu as appris de plus significatif dans ton développement? L'humain trouve toujours des solutions. On a un potentiel en nous qui est juste incroyable. Ouais. Peu importe ce qui se passe, on a une force de résilience incroyable qui ne demande qu'à se réveiller. Une créativité énorme aussi. L'humain, je pense que si on est arrivé à bâtir cette civilisation, toutes ces grandes choses, aller dans l'espace, sur la Lune, tout ça, c'est qu'il y a un génie en nous qui est créatif et qui est capable de toujours aller vers l'impossible. Alors je me fais l'avocat du diable. Ouais. Je prends l'exemple de la personne qui va dire oui mais toi t'es comme ça, t'as des capacités innées, moi je suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Déjà, je dirais ça c'est un discours de victime. Ouais. Peut-être que ça te rassure de penser ça, parce que tu décharges le pouvoir et tu dis les autres sont mieux, et donc pour moi c'est un signe de manque d'estime de soi. C'est du fatalisme aussi. C'est du fatalisme. C'est beaucoup plus facile que de dire ok, ce qu'il fait ça m'impressionne, ça m'inspire, comment je peux faire pareil. Tu vois. Vraiment quand j'étais au collège, j'étais tout gringalé, je me faisais taper dessus, j'étais addict aux jeux vidéo, j'étais vraiment au fond du seau. Introverti, non mais vraiment c'était une catastrophe. Je me disais t'es une merde et tu resteras une merde toute ta vie, et c'est pas vrai. Donc le déclic ça a vraiment été l'accident de voiture de ton ami? Non, il y en a eu d'autres avant. En fait j'ai une ex-copine qui m'a trompé, ça a été une descente aux enfers pour moi. Et là, je suis rentré je faisais la fête tout le temps, je sortais avec des filles, enfin, j'étais vraiment désaxé. Et il y a un matin où je me suis retrouvé devant le miroir avec des cernes pas possibles, un lendemain de cuite. Et là, j'ai été profondément honnête avec moi. Je me suis dit, mais Antoine, là t'es devenu une merde en fait. Mais c'est toi qui l'as créé, c'est de ta faute. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de cette fille. C'est toi qui décides de fuir quelque chose, etc. Et ça a été vraiment dur, j'ai pleuré devant le miroir. J'ai dit, là Antoine, t'es une merde, t'es le problème, mais t'es aussi la solution. Et là ça a été beau parce que c'est là que j'ai commencé mon travail d'écriture. J'ai commencé à faire du sport tous les matins. J'ai commencé par 1 minute de gainage et chaque jour je rajoutais 1 seconde. Ouais. Ce qui fait que c'était supportable de tenir ça dans la durée. Ouais, c'est ça. Parce que souvent les gens ils veulent changer de vie et ils font on-off. Ça y est, je veux changer de vie, je vais lire 1 livre par semaine, je vais faire 2 heures de sport par jour. Mais ça tient 4 jours. Ouais. Le plus important c'est de créer l'habitude vertueuse plutôt que l'habitude idéale. Elle vient dans le temps, l'habitude idéale. Aujourd'hui je fais 1 à 2 heures de sport par jour, je gère mon business, au niveau du couple je bosse jamais le soir ni le week-end. Tu as une bonne vie sociale? J'ai une très bonne vie sociale, tu vois, on a bien rigolé, etc. Ouais. Je fais des compétitions, tu sais, j'ai un bon équilibre de vie. Ah, Marmotte qui dit bonjour. J'espère que vous entendez. Elle valide ce qu'on dit. Et ah puis là il y a le corbeau. Ouais, tout le monde s'y met. Ah, on les voit pas là. Ouais. On va sortir les jumelles. Et tout ça parce que c'est un choix. Et oui, c'est inconfortable au début. Et en fait, oui, c'est dur, ça fait mal d'être honnête avec soi au début. Mais je suis profondément convaincu que pour commencer à changer, il faut être honnête avec soi. De se dire, oui, moi ça m'est arrivé il y a 2 ans, j'avais grossi, etc. Je me suis dit dans le miroir, Antoine, t'as pris du poids. Pas oui, mais non, tu comprends, mais c'est mes émotions. Non, t'as pris du poids. Tu fais plus attention à toi. T'as laissé le business de côté. Tu te dis les choses qui font mal, mais qui sont une réalité. Ouais. Et après, c'est très bien. Je suis le problème, mais je suis aussi la solution. Ouais. Par quoi je commence? C'est ça. Mais tu commences sans te faire du mal. Tu prends pas le fouet pour maigrir et en t'imposant un régime draconien. Non. Voilà. C'est ça. C'est là où c'est important de faire la nuance aussi. C'est d'être suffisamment humble et honnête envers soi, ce qui est assez difficile. Ouais. Mais en même temps d'avoir la démarche bienveillante de faire les choses en douceur aussi. Ouais. Pour que ça soit durable. Quand je me suis remis au sport, pendant 3 semaines, je me suis fait une promesse qui était dure.
parce que l'ego il voulait aller plus vite, pardon, plus loin et plus vite. Pendant 3 semaines, je ne faisais que 10 pompes par jour. Bon, pour certains 10 pompes c'est beaucoup, mais j'ai toujours été un grand sportif, enfin, ça pique. Ça pique, ouais. Juste 10 pompes par jour. Et en fait, mon mental luttait, il disait, mais tu sais faire beaucoup plus, mais fais plus. Je me dis, non, ce que je veux créer en faisant ça, c'est une habitude, pas un idéal. C'est ça, le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Et ça marche pour tout. Exactement. Et après, je me suis mis à faire du sport beaucoup plus, etc. Ouais, ok, après tu as développé. Et après, l'étape suivante, c'est mes objectifs minimum et mes objectifs idéaux. Mon objectif minimum, c'est du sport tous les jours. Idéal, c'est du sport tous les jours. En minimum, c'est un jour sans sport, même pas 2. En fait, c'est très important de se fixer des... On appelle ça, il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le plancher d'acier. En acier, pas en fonte. Souvent, les gens, c'est maintenant, je fais 1 heure de sport tous les jours. Oui, mais le jour où tu n'y arrives pas parce que tu es malade, tu vas dire quoi? Que tu n'y arrives pas, que tu es nul, etc. Et hop, tu reviens en arrière. Ouais. Non, il y a le minimum idéal et l'idéal. Okay. Donc, crée de la souplesse dans tes objectifs, toujours. D'accord. Toujours. Ok. Dernière question. Est-ce que ton entourage, tes relations sociales ont un impact sur ton état d'esprit? Oui, il faut bien choisir ses amis. Est-ce que tu t'aides de tes amis? Oui. Ouais. Pour grandir, pour te réaliser? Ouais, complètement. Alors ça, c'est un truc que j'ai développé il y a pas si longtemps que ça. Les potes, c'est important, et j'ai lu une phrase un jour qui m'a profondément fait réfléchir sur les amitiés de manière générale, qui disait fais plus confiance à tes ennemis qu'à tes amis. Parce que tes ennemis, ils vont dire ce qu'ils pensent de toi. Ouais. Tes amis, par peur de casser l'amitié, ne vont pas dire les choses. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, je préfère bâtir largement des amitiés où on sait se dire les choses. Tu vois, genre, mettons, tu me vexes, j'ai dit, écoute Steve, tu m'as vexé, ça m'a fait mal, etc. J'aimerais bien qu'on en discute. Parce que on est potes et j'aimerais que ça le reste et qu'on ait une belle qualité d'amitié. Mettre les choses à plat. Ouais, ça filtre. Mais surtout, on se retrouve avec des amis qui osent dire les choses parce qu'elles savent que c'est dans l'intérêt de l'amitié. S'il y a des potes qui nous jugent, il faut les dégager. Franchement, je suis désolé, mais c'est comme ça. Pour moi, les potes, ça se compte sur une main. Tu vois, les vrais potes. Peut-être 2 mains, mais pas plus. Il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des amis avec qui on peut dire les choses. Des amis avec qui on peut faire les cons. Tu l'as vu, tu vois, je n'ai pas quand même la même image que sur les réseaux sociaux. Quand on est ensemble, je me lâche plus sur certaines choses. Parce que c'est aussi important, tu vois, ouais. D'avoir des potes. C'est ça, de pas tomber dans un extrême. Exactement. Mais oui, d'avoir comme une assiette composée, un petit peu de tout dans sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Des potes à qui on peut pleurer, on peut rigoler, on peut réfléchir sérieusement, ça c'est important. Ouais. Et ouais, okay. C'est hyper important. Et je pense que c'est... Et aussi des potes qui savent ne pas donner de conseils. Tu vois. Qui savent juste écouter, ouais. Être présent. Et c'est ça. Mais après, accueillir. Encore une fois, on va prendre la posture de responsabilité, pas de victime. Imagine, moi je vis une période compliquée, j'ai envie de parler, je dis Steve, j'aimerais bien qu'on parle. À moi de créer le cadre. C'est-à-dire, Steve, j'ai envie qu'on parle, j'ai pas forcément que tu me donnes de conseils, j'ai juste besoin de parler. Voilà. Parce que des fois, il n'y a rien de pire que de parler à un ami qui dit ouais, moi je ferais ça à ta place. Oui, mais j'ai pas besoin d'entendre ça en fait. Et donc voilà, il faut aussi savoir créer le cadre parce que sinon on va reprocher à quelqu'un quelque chose qu'on lui a pas demandé. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Ouais, il est chiant Steve, il fait comme donner des conseils. Mais tu lui as dit de pas lui en donner? Bah non. Fais-le, arrête d'être une victime, tu vois. Okay. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes? Moi j'ai beaucoup de personnes dans ma communauté qui déplorent se sentir seules et ne pas réussir, tu sais, à créer le contact, à trouver des contacts, des personnes qui leur ressemblent, qui ont des objectifs en commun. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? D'aller dans les endroits qui leur font peur. Ah, contre-intuitif, j'ai jamais proposé ça. Ah ouais. En fait, moi je sais, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de soirées réseau. C'est ce truc qui me faisait un peu peur. Ouais. Va là où les gens que tu veux sont. Tu vois, si tu veux créer des projets, que tu veux te lancer dans un projet qui t'effraie, etc., ou dans un sport ou une activité, va dans le lieu où les gens vont. Ce que tu veux dire, c'est que là où il y a de la peur, il y a une zone de progression. Toujours. Okay. Moi je dis toujours, tu sais, quand j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain, 1 an après, je lançais ma première tournée de conférence, j'étais à moins 1000 € sur mon compte. J'avais les salles à payer, les 15 jours d'hôtel, de train, tout ce que tu veux, j'étais à moins 1000 balles. Toutes les décisions que j'ai prises comme ça, quand je me suis offert ma Tesla en 30 jours, j'ai acheté la voiture. En faisant ma compte, j'avais que 30 jours pour trouver les 60 000 €. T'es un ouf. Et je me suis dit, je vais y arriver. Et j'ai réussi à 7 jours près.
Je sais pas si c'est ta jeunesse ou si c'est ton mindset qui te rend si fou. Aussi audacieux. C'est un peu de tout. Après, j'aime l'aventure, j'aime les challenges. Et je ne fais ça que quand je sais au fond de moi-même que je peux y arriver. Oui, t'es convaincu. Je suis pas débile. Voilà. Ouais. Mais tu vois, à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis posé 3 questions. Est-ce que cette décision, elle est en accord avec ta vision, ta mission? Oui. Est-ce que cette décision est en accord avec tes valeurs? Oui. Est-ce que tu as peur? Oui. Alors putain, fous-toi un coup de pied au cul et vas-y. Tu vois, prends ta décision et assume-la. Ok, limite là, la peur en fait te galvanise. Mais en fait, c'est un indice. Parce que souvent, les gens, ils vont te dire... Enfin, c'est un indice qui fait qui te montre que c'est la bonne direction. Les gens vont souvent se dire, ouais, mais j'ai l'intuition que je dois pas faire ça. Non, 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 c'est pas l'intuition, c'est ta peur qui te parle. Ouais. C'est pas ton intuition. Ton intuition, elle est validée quand c'est vers ta mission et quand c'est validé par tes valeurs. Okay. Alors putain, écoute ça et arrête d'écouter ta peur. Et pourtant, la peur, elle a quand même un rôle, sinon elle serait pas là. Elle a un rôle dans notre équilibre, celle de nous garder malgré tout en sécurité. Ouais, mais... Et comment tu fais la part entre une peur réelle, fondée, et une peur irrationnelle? En vrai, dans notre société aujourd'hui, 98% des peurs sont irrationnelles. On n'est plus en train de se faire courser par des lions, on n'est plus en train de se faire bouffer dans la nature, on a un toit, on a de la nourriture, on est dans un pays où il y a quand même des aides sociales si jamais c'est vraiment compliqué. On sait se géolocaliser. Mais c'est clair, il n'y a pas de vraie peur aujourd'hui. Au pire, j'aurais été dans la rue et je m'en serais sorti d'une certaine manière, tu vois. Bon, ça c'est peut-être un peu extrême. Plus... Ouais, c'est extrême, mais c'est peut-être... Là, je peux comprendre la peur encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de peur purement légitime. Ouais. Tu reviens aux bases, tu reviens à l'essentiel quand c'est comme ça. Ouais. Tu te dis c'est quoi le principal? Du moment que j'ai de quoi me loger, j'ai de quoi manger. C'est ça. Je risque pas ma vie. Ouais, je risque pas ma vie. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une source d'apprentissage. Ouais. Peu importe ce que je vais vivre dans ma vie, si j'y vais avec leadership, si j'y vais avec responsabilité, je ne peux qu'apprendre. Okay. Je ne peux qu'apprendre. Donc en gros, tu as quand même l'archétype de l'explorateur. Ah bah oui. C'est un petit peu dans ton ADN aussi. Tu vois que j'habite ici. Ouais. Non, et c'est pour ça que j'aime amener mes clients aussi en montagne. Ouais. Parce que j'ai envie de leur dire, j'ai envie de les reconnecter à leur peur primale. Alors ça, on s'est déconnecté de ça dans notre société. C'est vrai. On n'a plus peur de vraies peurs. Ouais. Tu vois, quand tu évolues dans des espaces comme ça sur plusieurs jours, en autonomie, et que parfois tu dois passer sur des sentiers un peu dangereux, là tu te connectes à des vraies peurs qui sont hyper importantes, très utiles. On a oublié tout ça. Okay. Et je pense qu'on a perdu. Je sais, là c'est une théorie que j'aimais, j'aimerais bien avoir ton recul et ta vision, mais je pense que l'hypersensibilité d'aujourd'hui est peut-être une conséquence d'une certaine déconnexion. Tu vois, on a perdu des indicateurs émotionnels qui sont dans on est des animaux à la base, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Une déconnexion de soi, mais une hyperconnexion à plein de choses superficielles. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouais. Et une sursollicitation du mental. Parce qu'on est trop connecté à des choses qui nous déconnectent finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et voilà, là on a l'exemple d'un cadre qui est hyper ressourçant, hyper reconnectant. Ça fait grave du bien. Alors justement, les personnes qui veulent te rencontrer, qui sont peut-être dans la région, qui veulent suivre ton actualité, comment elles font pour te retrouver? Partout. En fait, faut regarder l'écran là. Voilà. Si vous voulez me retrouver, c'est partout. En fait, il suffit juste de taper Antoine Redel. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, YouTube aussi, même si je suis pas du tout actif comme toi. Mais ça va venir. Voilà, il me pousse, c'est bien. Mais ouais, Instagram, je partage beaucoup mon quotidien sur les stories, de mes réflexions. Facebook, j'écris beaucoup. Je dis toujours ce que je traverse. Hein. Tu me l'as dit aussi. Et en toute honnêteté en plus. Ouais. J'ai parlé assez rapidement des huissiers, dire voilà, ça a été compliqué pour moi. Quand j'ai des échecs, j'en parle parce que je trouve ça très important d'en parler. Des réussites aussi. Ouais, j'aime bien communiquer là-dessus. Alors, par contre, je te préviens, je sais pas si tu tutoies. Je tutoie. Je tutoie. Je te préviens, je suis assez cash. Parce que moi, je préfère largement, si tu me suis, que tu me fasses la gueule 2 semaines parce que j'ai dit un truc qui secoue, mais qui te fasse réfléchir pendant 2 semaines. Parce que j'adore bousculer un peu les pensées des gens pour qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Oui, de se dire pourquoi ça m'a profondément blessé ce qu'il a dit. C'est le vrai travail du coach, celui de transcender, de faire bouger les croyances limitantes. Ouais. C'est pour ça qu'on aime ton côté cache-pistache. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que Antoine, vous pouvez le connecter assez facilement. Ça, c'est assez rare. Ouais. Vu ton niveau, quand même, je trouve ça cool. Ouais, j'aime bien cette proximité. Si vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, avec plaisir. Ouais. Attention, tu vas peut-être revenir en tout cas, d'une certaine façon. On pourrait s'organiser des trucs, ça peut être sympa. Ah là, tu commences à lancer des projets sur le feu. Mais c'est sûr, on va refaire des choses ensemble. C'est clair. C'est sûr. Ouais. Déjà, on a mis pas mal de choses en train là.
des envies, on a planté pas mal de graines. Ouais, c'est clair. En tout cas, je te remercie. Avec grand plaisir, Steve. Merci pour Il est un petit peu tard et on a pas mal on a pas mal de chemin à faire avant d'arriver avant la nuit. Alors je vais couper la vidéo et puis vous pouvez retrouver Antoine en cliquant sur le lien juste en dessous. Et si vous voulez télécharger gratuitement la méthode des hypersensibles, je vous l'offre gratuitement. Vous pouvez entrer votre email et puis accéder directement à cette méthode. Voilà. Eh bien, je te remercie Antoine. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.